Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Bonjour, bienvenue ici où l'on soigne le travail et pas les gens, avec un petit peu de retard parce que j'ai eu quelques soucis techniques, mais nous revoilà. Avant de démarrer, une petite information pour celles et ceux qui m'ont dit que ils avaient du mal à écouter le podcast parce que sur Internet, c'est pas facile. Sur YouTube, il y a des histoires que quand on n'a pas l'écran allumé, on n'entend plus rien. Et parce que les applications, c'est compliqué, il faut s'inscrire, le RSS, tout ça, on ne sait pas bien comment ça marche. Pour ces personnes-là, j'ai développé une petite application Android. C'est juste un lecteur, elle ne collecte pas de données, elle n'envoie pas de notifications, elle ne nous préviendra pas de l'arrivée de nouveaux épisodes, mais elle permet tout simplement d'écouter le podcast sur son téléphone si on est équipé en Android. Plus d'infos sur le store ou sur lepsydutravail.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit objet, un objet minuscule, quelque chose dont on n'entend pas si souvent que ça discuter autour des questions du travail et de la santé psychologique au travail. Un objet tout simple, un répertoire de chiffres qui vous pose une question toute bête, mais tellement existentielle. Qu'avez-vous fait de votre temps ? Dans de nombreux métiers, en effet, on renseigne la décomposition du temps, de sa journée, de sa semaine, de son mois. On rend compte de ce qu'on a fait dans une unité qui est l'heure, la journée, la portion de journée, et ce qui apparaît comme un dispositif plus ou moins gestionnaire, de contrôle, s'avère poser quand même pas mal de difficultés. Pour en parler, j'ai reçu Marion Beauvalet qui a consacré sa thèse à cet objet aussi ordinaire que fascinant qu'est la feuille de temps. Elle a publié récemment un article qui a fait un petit peu de bruit. Vous m'en avez beaucoup parlé dans la Nouvelle Revue du Travail. Je mets le lien en description. Vous verrez que dans l'interview, je passe un petit peu de temps à l'interroger sur pourquoi avoir choisi cet objet, comment on monte une recherche autour des feuilles de temps. C'est aussi l'occasion de se demander comment on produit de la connaissance qui peut être utile pour nous autres psychologues du travail. Allez, on y va, bonne écoute. Alors, je m'appelle Marion Beauvalet, j'ai 29 ans et je suis donc actuellement attachée temporaire d'enseignement et de recherche à Paris-Dauphine. Donc ça veut dire que j'ai fait une thèse, j'ai eu un contrat doctoral donc qui a duré 3 ans parce que c'est la durée du contrat. Et après, j'ai fait 2 années pour avoir le temps de finir ma thèse que j'ai soutenue en novembre 2025. Et donc là, j'ai continué à enseigner en parallèle. Voilà, donc je m'intéresse dans ma recherche à la question des outils de gestion, spécifiquement des feuilles de temps, à la question du statut de cadre et à tout un tas aussi de métiers, notamment le conseil, l'audit, les personnes qui travaillent un peu plus dans les métiers du marketing. Et je m'intéresse aussi à la question des nouvelles formes de conflictualité dans ce type de métier, justement, à travers le cas de l'émergence de structures syndicales de certaines entreprises. Si j'avais envie de parler avec vous, et merci de nous accorder un petit peu de temps, surtout que vous êtes en déplacement sur une conférence et qu'on fait ça dans les conditions du direct, j'avais envie de vous parler et de vous faire entendre auprès des auditeurs du podcast parce que vous avez sorti un article dans la Nouvelle Revue du Travail sur un sujet qui a fait couler très peu d'encre finalement, qui est celui des feuilles de temps. Alors, peut-être nous resituer qu'est-ce que c'est que les feuilles de temps. Ça s'inscrit dans le cadre général, vous venez de le mentionner, des dispositifs gestionnaires. Moi, je suis très Goldjack, j'appelle ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous introduire un peu au sujet pour ceux qui n'ont pas la chance, comme je l'ai moi-même, de remplir tous les mois une feuille de temps ? Alors oui, bien sûr. Alors déjà, donc c'est tous les mois, ça peut être aussi toutes les semaines. Les moments où on doit les saisir, ça va un peu dépendre des entreprises là où on travaille, d'un certain nombre de règles ou d'usages. Donc ces feuilles de temps, c'est des choses... C'est assez simple en fait a priori, et on peut même se dire à quoi bon faire une thèse à ce sujet. On va saisir
donc sur des fréquences qui sont plutôt convenues, comme on vient de le souligner, ce qu'on a fait. On va dire pour qui on a travaillé, combien de temps on a consacré à une mission, à un client, et on va donner à voir une représentation de sa semaine qui correspond à un certain nombre de critères. Encore une fois, ces critères, ils vont pouvoir changer d'une entreprise à l'autre. Par exemple, il y a des gens qui vont devoir saisir vraiment leur temps de travail en heures. Ou en portions de journée. Donc, par exemple, ça peut être j'ai passé 25% de ma journée à faire ça, une demi-journée à faire ça, auquel cas ça pose des questions spécifiques parce qu'en fait, ça évacue totalement la question du temps réellement travaillé. 25% d'une journée, ça peut être 2 heures comme 6 heures. Donc, voilà, chaque entreprise, selon aussi ce qu'elle veut montrer, est-ce que c'est du suivi? Est-ce que ça permet derrière de voir en fait par exemple, degré de productivité des salariés? En fait, chaque entreprise va un peu avoir ses propres critères. Mais voilà, tout correspond à cette catégorie feuille de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe finalement le type de feuille, je pense qu'on va en parler juste après, les personnes que j'avais interrogées avaient tous des choses à me dire qui convergeaient dans la même direction selon les types de feuilles. Mais vous avez vous-même posé la question, alors avant d'aller sur quels sont les problèmes que ça pose, quels sont les enjeux éventuellement pour nous qui analysons le travail de ces feuilles de temps. Alors vous avez dit à quoi bon? Moi, je vais le reformuler autrement. Pourquoi s'intéresser à un sujet comme celui-là? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie et qu'est-ce qui vous a interrogé dans ce sujet précis de la feuille de temps? Alors c'est un peu un sujet qui est lié à mes expériences de stage. En tant qu'étudiante, donc en fait, moi j'ai fait une partie de mes études à Paris-Dauphine. Et initialement, je n'avais pas forcément envie de faire de la recherche. Donc, de manière assez logique, j'avais fait des stages en fait à l'issue de ma 3e année de licence, mon Master 1. Et entre mon année de Master 1 et de Master 2, j'ai fait une année de césure au cours de laquelle j'ai travaillé j'ai fait un stage dans un cabinet d'affaires publiques et un autre stage dans une entreprise de social media listening. Il y avait des feuilles de temps à remplir et j'avoue que c'était quelque chose d'un peu mystique pour moi. Je comprenais pas trop comment fallait faire, ce que je devais mettre, pas mettre. On nous disait c'est pas grave si on met pas forcément 100%, etc. En même temps, si on mettait, je sais pas, des choses comme 80%, on nous rajoutait du travail à faire. Enfin bon, c'était des choses qui me semblaient assez confuse et surtout ce qui m'avait étonnée, c'est que finalement si je demandais à des supérieurs ou à des collègues ce que je devais en faire, comment je devais faire, personne me répondait la même chose. J'ai fini ce stage, je me suis dit que finalement j'avais peut-être envie de faire plutôt de la recherche et j'ai refait un stage avant de commencer ma thèse dans un cabinet de conseil où il y avait encore des feuilles de temps et pareil, donc là je me rends compte que les feuilles ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Ce que j'avais compris au cours de mon précédent stage là ne s'appliquait plus dans cette entreprise, que c'était quand même quelque chose de très scruté, que je recevais des messages des RH si c'était pas fait dans les temps, donc voilà les petits rappels, etc. Et j'y comprenais toujours pas grand-chose en fait à l'issue de ce stage. Et quand j'ai commencé ma thèse, j'avais un peu signé un contrat. Je vais plutôt travailler sur les logiciels au travail. Voilà, c'est quand on fait une thèse, je sais pas si ça peut intéresser les personnes qui écoutent. On s'engage sur un sujet et c'est un sujet qui peut être un peu retravaillé, qui va aussi évoluer au fur et à mesure de nos premières lectures. Et donc à la fin de ma première année de thèse, je me suis dit, alors je sais plus trop comment, mais en fait je me suis dit mais en fait je vais pas travailler sur les logiciels, je vais travailler sur les feuilles de temps. Et cette chose qui me semblait un peu très obscure, je vais essayer de répondre à la question, pourquoi, comment, ça va être ce sur quoi je vais me consacrer, ce sur quoi je vais travailler dans les années à venir. Donc vraiment c'est un sujet de thèse qui est lié à quelque chose qui peut sembler vraiment très très banal, mais qui m'a vraiment beaucoup interrogée en fait quand j'ai pu travailler. Et bon, j'étais plutôt contente de voir que visiblement beaucoup des gens avec qui j'ai discuté, pour eux c'était aussi quelque chose d'assez qui les interrogeait. Donc voilà pour la jeunesse de la recherche. Je dis pas secret que je suis un petit peu plus âgé que vous et j'ai toujours pas compris ni à quoi ça sert, ni dans quel but on met en place des feuilles de temps, mais ne dévoilons pas la suite. Il y a une question qui me taraude depuis que j'ai lu votre article, c'est comment on fait? Alors vous avez accumulé beaucoup de matières, j'imagine un peu de matière quanti, un peu de matière quali, enfin vous pourrez peut-être le préciser, mais surtout, est-ce qu'on peut instruire à charge et à décharge un sujet comme celui-là? Est-ce que dans tout ce que vous avez manipulé, tant dans la matière que vous avez récoltée que dans ce que vous avez fait en biblio, vous avez pu trouver des choses qui défendent en fait ce dispositif de feuille de temps, qui nous
disent que ça a un intérêt, qui le valorisent éventuellement? Alors, je vais peut-être commencer donc par répondre aussi sur la partie de la question que j'ai un peu éludée sur le processus de recherche, et comme ça je vais montrer comment j'ai pu problématiser en fait mon travail, et donc voir aussi, donc répondre à la question de l'instruction à charge ou à décharge, justement pour un peu détailler ça. Donc sur les données, ma thèse elle repose sur une 60aine d'entretiens semi-directifs. Donc j'ai constitué un guide d'entretien, j'ai fait des recrutements de personnes que j'ai interrogées alors c'est surtout des gens qui m'ont répondu sur LinkedIn, qui ont été très gentils de m'accorder 1 heure de leur temps, voire parfois un peu plus, alors que c'est des gens qui eux-mêmes avaient des journées de travail très très denses, et je leur suis vraiment très reconnaissante de ça. Des gens après qui parfois m'ont dit mais en fait mon collègue serait très heureux de te répondre, etc. Donc aussi de la mise en relation directe. Et donc il y a quand même un sujet sur ces données, c'est qu'en fait les gens qui ont eu envie de me répondre, c'est plutôt des gens qui étaient un peu mécontents de leur feuille de temps. Il y a un biais de sélection quelque part. Voilà, mais c'est quelque chose qui a été étudié. Notamment, je vais me référer à Marianne Dujarrier. En fait, l'idée que quand on s'intéresse à ce type de sujet, en fait, les gens qui saisissent leur temps et qui soit ont une grande distance, soit qui se posent pas trop de questions, ils vont pas se dire tiens, je vais aller lui consacrer 1 heure à répondre à ces questions. Juste, ils voient passer le post et ils se manifestent pas. Mais du coup, ça permet quand même d'éclairer et d'interroger en fait les ressorts de certains outils, leurs causes, etc. Donc voilà, il faut avoir conscience, je pense, de ce biais, sans pour autant, ça éclaire un point de vue, mais ça ne disqualifie pas du tout. Et donc j'ai ces entretiens. Faut savoir aussi que j'ai aussi discuté avec des gens qui défendaient les feuilles de temps, en tout cas qui faisaient le choix d'en implémenter. Je pense qu'on pourra en reparler juste après. Également des gens qui ont commercialisé, qui ont concevé. Ces données, je les ai assorties d'une étude, une ethnographie, en fait une étude du web, en m'intéressant spécifiquement à ce que les gens disaient des feuilles de temps sur Reddit. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens parlent beaucoup de leur travail sur Reddit et de leurs feuilles de temps, aussi banales que ça puisse paraître. Et ce qui était intéressant, c'est que ça m'a permis d'accéder à énormément de publications en anglais, plutôt à des gens qui ne travaillent pas en France. Donc aussi à d'autres situations de travail, et aussi voir typiquement que dans un contexte d'emploi différent, avec des contrats de travail différents, les choses qui étonnaient les gens en fait restaient similaires. Et ce que j'ai voulu faire aussi dans un dernier temps, c'est vraiment une recherche qui est qualitative, mais j'ai voulu, en fait en France on a la chance d'avoir des bases de données, notamment les données de la DARES, qui sont vraiment des choses à chérir, je trouve. Des études qui sortent régulièrement, la prochaine vient bientôt sortir, sur les conditions d'emploi. Donc c'est des questionnaires qui sont très très longs, qui vraiment montrent en fait le monde du travail en France au moment où l'enquête est faite. Et dans ces questions-là, donc j'ai trié ma population pour arriver à une population qui ressemblait au maximum à celle que j'ai interrogée. Et j'ai trié aussi bien sûr les questions. J'ai étudié les résultats qu'on avait sur le rythme de travail, la manière dont ce rythme de travail les journées étaient cadencées, comment c'était vécu, comment le travail aussi était mesuré, contrôlé. Et donc j'ai essayé, pour remettre un peu de recul aussi sur ces données qualitatives, même si je pense qu'elles étaient peut-être suffisantes, je me suis dit, encore une fois aussi, parce que j'avais en tête qu'il y avait ce biais de gens qui critiquent, etc., je me suis dit, mais en fait, si jamais je vois qu'il y a des choses qui se croisent entre ce que je vois du côté de la DARES et de mes données de thèse, ça montre aussi qu'il y a peut-être des choses plus largement à interroger. Et effectivement, ce qui est très intéressant en regardant ces données quantitatives du côté de la DARES, c'est qu'en fait, les personnes interrogées décrivent l'impression de travailler un travail qui va être très contrôlé, qui va être très soumis à des outils. L'idée aussi, c'est des choses pour quiconque connaît par exemple le monde du conseil. Il y a un article très intéressant qui est sorti à ce sujet dans le Monde récemment, des journées qui vont être très entrecoupées, les 30 productions qui vont être entrecoupées par des réunions qui en fait créent des sentiments de travailler dans l'urgence, la difficulté à avoir à faire ce qu'on doit faire, le fait qu'on va ramener peut-être aussi du travail chez soi. En fait, ce sont des choses qu'on m'a décrites dans ma thèse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, au-delà de l'outil, en fait, l'outil, il révèle aussi des choses de l'organisation du travail, et ce sont des choses qui font écho à ce que répondent les gens quand ils sont interrogés par la DARES. Donc voilà en fait comment j'ai construit mes données. J'aurais énormément aimé peut-être avoir une convention de recherche dans une entreprise qui commercialisait des feuilles de temps. À vrai dire, j'aurais été heureuse de voir une mission, de voir qui est le commanditaire, comment on déploie, comment on crée, comment on répond au commanditaire, etc. J'ai pas réussi à faire ça. Donc ça, c'était ma petite frustration personnelle. Et une fois que j'ai posé ça sur les données, ça pose la question, donc vous avez posé la question de l'instruction à charge ou à décharge. C'est que donc moi, je me suis vraiment dit au début, je vais comprendre. Donc, il n'y avait pas forcément d'idée de c'est bien, c'est mal. Moi, ce que je me disais, c'est surtout, c'est bizarre.
Je comprenais pas comment ça fonctionnait, mais j'avais pas de partie philosophique pour ou contre les feuilles de temps, quoi. Et en fait, c'est vraiment en commençant en fait les entretiens à interroger des personnes où en fait j'ai vu, pas tout le temps, mais parfois de la souffrance, du mécontentement, de la déception vis-à-vis du travail, et qu'en fait la feuille pouvait être le catalyseur de ça. Et donc en fait le fait que j'arrive après, donc avec l'article que vous avez cité, avec une thèse en fait qui parle de dégradation du travail, etc. J'utilise aussi le concept de réification qui est celui du philosophe hongrois Lukács. Le fait que je finisse par mobiliser ces références qui sont issues en fait d'une tradition de pensée marxiste très critique de l'organisation du travail, c'est quelque chose qui découle en fait de mes premiers entretiens. C'est pas un cadre que j'avais posé. J'étais pas venue avec ces a priori là. Moi, l'objectif c'est de dire qu'est-ce qu'il se passe, je vais comprendre. Et après, en fait, c'était vraiment en échangeant avec tous ces salariés que, en fait, il y avait cette idée vraiment que la feuille, elle déclenche, elle catalyse, elle dévoile aussi, ce qui est pas exactement la même chose, des choses qui dysfonctionnent dans l'organisation du travail. Et donc voilà, moi il y avait vraiment pas cette idée au départ d'instruire à charge ou à décharge, c'est vraiment quelque chose qui est né des entretiens. Par ailleurs, je pense que je suis assez contente d'avoir fait ce recoupement avec les données de la DARES, parce que je peux dire c'est pas juste mes interrogés qui sont des grincheux. En fait, non, justement, il y a un problème dans l'organisation, ça va au-delà de ça. À partir de ces points de départ, la société malade de la gestion, la quantification, la réification, moi j'ose parler de fétiche, de fétichisme de la donnée. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme repère aux personnes qui nous écoutent sur les grands problèmes que ça pose en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant en premier? Alors déjà, il y a le premier élément, je pense, qui est la chose assez centrale et en fait qu'on va avoir avec, vous parlez de fétichisme de la donnée, ce qui fait d'ailleurs tout à fait écho au concept de réification, c'est que dès lors qu'on a des indicateurs, des chiffres, ce sont des choses qui, dans des discours managériaux, peuvent être naturalisées ou en tout cas impensées. En fait, c'est les informations qui sont produites, elles, sont des choses qui sont construites, plus ou moins bien. En tout cas, c'est pas une donnée naturelle. Par exemple, le fait de considérer que on va saisir ces temps de manière hebdomadaire avec des journées qui vont s'exprimer en pourcentage, ça a des implications très directes par rapport à si on compte son temps de travail en heures. Donc en fait, voilà, la première chose, c'est de réfléchir à la donnée construite de ces données, de l'envisager. En vrai, je trouve ça très intéressant, quasiment sur chaque outil, c'est une gymnastique qui peut être faite et qui doit être faite, de se dire les informations qui sont produites, que je vais donner à voir de moi, quelles implications elles ont, qu'est-ce qu'elles montrent, et aussi donc qu'est-ce qu'elles mettent de côté, parce que peut-être qu'on aurait pu choisir d'autres éléments, donc interroger tout ça. Je pense que ça, c'est vraiment la première chose qui peut nous intéresser concernant les feuilles de temps et plus largement les outils. Ensuite, je pense que quelque chose aussi de très intéressant, c'est qui a l'usage de cet outil dans l'organisation. Est-ce que les personnes qui typiquement vont choisir de leur déploiement, qui vont s'intéresser aux données produites, est-ce que c'est les personnes qui sont du côté des ressources humaines? Est-ce que c'est des personnes qui sont du côté, par exemple, des affaires financières? Est-ce que c'est mon manager? Un même outil, selon qui en fait s'intéresse aux données produites, ne va pas forcément avoir les mêmes effets, les mêmes enjeux aussi, et les mêmes usages internes. Donc ça, ce sont des choses intéressantes. En fait, typiquement, pendant les entretiens que j'ai fait passer, la personne qui s'intéresse aux feuilles, c'est pas forcément les mêmes personnes, et de fait, les enjeux, y compris pour la carrière, ce qu'on doit faire, ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui est intéressant aussi dans le cas des feuilles de temps, c'est qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit, en vrai, moi, j'en sais rien de qui s'en sert, je sais pas qui ça intéresse. Mais à ce sujet, je vous interromps parce que il y a entre nous un implicite que les gens qui vont nous écouter n'ont peut-être pas. Alors peut-être que vous alliez y venir d'ailleurs, mais c'est qu'on sait tous et toutes que ce qu'on renseigne dans les feuilles de temps, c'est complètement faux.
enfin, que c'est une qualité de données absolument nulle. Moi, j'appelle ça une représentation dans le sens, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que c'est une représentation au sens psychosociaux, mais c'est aussi se mettre soi-même en représentation en faisant croire qu'on a bien travaillé 7 heures ou 7h30 ou qu'on a bien occupé 100% de son temps, voire quand on remplit sur une échelle de temps hebdo ou mensuelle, qu'on a bien passé le temps qui était prévu sur l'activité donnée. Alors, sauf à ce que vous me disiez que vous avez rencontré des cas contraires. Moi, ça fait quelques années que j'interroge beaucoup de monde aussi. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit je mets exactement le réel de mon temps. Je parle pas du réel du travail. Hein. Je mets exactement le réel de mon temps dans mes feuilles de temps. Enfin, de mon point de vue et de ma fenêtre, ça n'existe pas nulle part dans aucune époque. Et donc, la question que vous dites, qui a l'usage de ces données, pour moi, est encore précédée de la question quelle est la qualité de ces données. Et ce qui me fait le plus peur avec les feuilles de temps, finalement, c'est qu'on transforme en données signifiantes des données qui n'ont aucune signification et qu'on introduit dans des dispositifs divers et variés d'évaluation, de calcul de coûts, de projections diverses, une donnée qui est nulle, non avenue et puis dégueulasse. Enfin, excusez-moi du terme, mais qui ne veut rien dire. On déclare ça, donc on est conforme, donc on réutilise les mêmes données dans un espèce de cercle de l'enfer. Oui, c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, mais oui, quelque chose aussi à avoir en tête. J'ai eu des situations où en fait les gens avaient un rapport assez distancé, typiquement dans des petites structures où les gens n'étaient pas forcément cadres où par ailleurs le management suivait quand même en fait d'assez près ce que faisaient les gens, où il y avait beaucoup moins d'enjeux et il y avait moins l'impression. En tout cas, ouais, les gens signalaient plutôt un rapport un peu plus distancé à la feuille et l'impression de devoir faire moins de contorsions. Mais il est vrai que quelque chose qui est beaucoup revenu et en fait qui suscitait, et je pense qui est vraiment quelque chose d'assez central quand on s'intéresse aux feuilles et à ce qu'on permet de montrer dedans. Par exemple, des gens dans des cabinets de conseil qui travaillent sur des périodes, et en fait même pas que des périodes intenses, qui n'ont que des périodes intenses. Il faut voir la durée hebdomadaire légale dans certains cabinets, je pense notamment à EY. Des gens qui se retrouvent à travailler plus de 45 heures par semaine et en fait, ils ne peuvent pas, par exemple, ils peuvent pas rentrer plus de 8 heures par jour. Et donc moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais en fait, il y a des moments où je travaille peut-être 9 heures, 10 heures, je travaille le week-end et c'est du temps qui disparaît. Juste, je peux pas rentrer plus 7 heures ou plus 7h30 ou plus de 8 heures. Donc, chaque jour, j'ai 1h30 de ma journée peut-être qui est invisibilisée. Le travail que je ramène chez moi le soir, il n'apparaît pas. Là, pendant X temps, pour le bien de la mission, je suis obligée de travailler le samedi, le dimanche. Je ne peux pas saisir les temps le week-end parce que ça bloque, ça va du lundi au vendredi. Voilà. Et donc, déjà, il y a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas rentrer forcément tout le temps. Et donc, il y a du temps juste qui disparaît. Aussi, voilà, il y a des enjeux de paramétrage d'outils qui sont assez évidents. Il y a aussi des enjeux de représentation, de mise en scène de soi. Par exemple, si jamais on débute ou on galère vraiment sur une mission, qu'on commence un peu à passer beaucoup de temps à faire des choses, peut-être qu'on n'a pas intérêt à montrer sur sa feuille de temps qu'on a un peu galéré, parce que va se poser la question quand il y aura des évaluations, quand on va regarder notre dossier, si on regarde nos feuilles et qu'on dit mais en fait à chaque fois cette personne elle nous coule un peu les budgets ou elle fait qu'on dépasse, et c'est pas très bon pour l'avancement de carrière. Donc voilà, à chaque fois là ce sont vraiment des cas particuliers, ce sont pas des cas systématiques. À chaque fois j'ai des gens pour qui par exemple ça n'avait pas forcément d'effet, mais la feuille c'est aussi une manière de montrer une certaine image de soi en tant que consultant, auditeur, etc. Donc la représentation qu'on va montrer de soi, elle est à l'intersection en fait des contraintes vraiment techniques. Les contraintes techniques, encore une fois, elles résultent de choix organisationnels. Il n'y a pas l'outil qui machin. En fait, non, on a décidé de le paramétrer de telle sorte. Et cet enjeu de montrer, avoir son meilleur visage. Par exemple, dans certains cas où j'ai pu discuter avec des personnes, des trop mauvaises feuilles de temps, ça pose la question, par exemple, de l'attribution d'une prime. En tout cas, ça peut jouer sur ce genre de choses. Ça peut poser la question des promotions. Ça peut aussi poser la question de comment, y compris en fait, des personnes au-dessus de nous dans l'entreprise vont nous percevoir alors même qu'ils ne nous connaissent pas. Donc, il y a des stratégies de saisie pour, en tout cas, éviter d'altérer son image à partir de ces feuilles. Et par ailleurs, je pense que ça ouvre aussi à une dernière question.
Et je pense que c'est un peu ce que vous avez sous-entendu aussi dans votre remarque, c'est que c'est une représentation du temps travaillé. C'est pas une représentation du travail. En fait, l'aspect qualitatif du travail disparaît totalement. De la feuille, on montre le temps qu'on a passé sur un client, etc., en meeting. Il n'est pas question, par exemple, si jamais on a formé un stagiaire, ce qui est intéressant, par exemple, moi j'ai discuté avec beaucoup de cadres, ça fait partie de la fiche de poste, on doit accompagner des gens, etc. Du temps passé à aider quelqu'un, ça disparaît. Sauf que soi-même, ça nous prend du temps, donc ça peut poser des questions derrière de compensation. Donc en fait, on ne montre que un temps, entre guillemets, qui est productif, qui est totalement lissé. Parfois même, la propriété temporelle, elle disparaît. Donc c'est aussi... Il y a un enjeu aussi de définition de ce qu'on va mettre derrière le travail. Par exemple, j'avais discuté avec des gens qui m'expliquaient qu'ils avaient des temps de formation interne dans l'entreprise qui étaient obligatoires. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils pouvaient le montrer dans leur feuille de temps. Donc dire typiquement vendredi, j'ai eu une formation pendant 2 heures. Bon, de fait, j'ai pas travaillé pour le client, mais j'étais là, j'ai fait des choses. Il y a aussi des cas où les gens m'ont dit ce temps de formation, je peux même pas l'indiquer dans ma feuille de temps. Donc en fait, derrière, ça implique des dynamiques de compensation, etc. pour rattraper un peu le travail, alors que en fait, la formation en entreprise, c'est pas du loisir. On est sur son lieu de c'est pour le travail. Et donc, voilà, il y a un peu ces 3 aspects-là. Il y a la question des paramètres qui est à penser politiquement, pas uniquement techniquement, sinon on passe tout à fait à côté du sujet. Il y a la question de quelle image on va donner de soi, ce qui peut avoir des implications dans des métiers, typiquement le conseil de progression de carrière, de rester parmi d'autres critères, ça joue. Et il y a aussi la question, finalement, on montre une certaine vision du temps où le travail est évidé de tout ce qu'il a de qualitatif. Et il y a aussi une bataille, du coup, pour voir ce qu'on arrive à intégrer ou pas. Enfin, il peut y avoir, on pourrait imaginer, en fait, comme du temps travaillé ou non. Oui, d'ailleurs, on n'a peut-être pas le temps de tout recenser les implications du sujet, mais il y a aussi la question des budgets, puisque qui dit on va affecter des temps à des catégories, dit il faut un budget pour chacune de ces catégories. Il y a 2 choses qui me frappent. J'ai un client dans l'ingénierie logicielle, une grande entreprise, où en fait les temps managériaux doivent être imputés sur des missions clients, par exemple. Donc si, par malheur pour vous, je suis votre responsable hiérarchique, que vous avez un problème à résoudre, un problème professionnel, et que je vous prends 2 heures dans le bureau et on discute et on regarde ce qu'on peut faire, ces 2 heures-là, il faut que je les affecte à un client. Quel client, je ne sais pas, sûrement celui sur lequel on a moins consommé à ce moment précis, mais peut-être qu'on a moins consommé à ce moment précis parce que la consommation de temps, elle est plus tardive, donc il faudra rattraper le coup. Et moi, je me retrouve face à des managers qui sont tout le temps en train d'essayer de faire le billard à 14 bandes pour essayer de voir, là, effectivement, j'ai passé une demi-journée avec Marion, je mets ça où et j'ai pas forcément de temps qui sont prévus, fléchés et budgétés pour ça. Et quand bien même j'en ai, ça me pose quand même des problèmes parce que moi, ce qui m'embête le plus, c'est que vous pouvez me demander d'obtenir un résultat ou vous pouvez me demander de suivre une procédure. Mais vous ne pouvez pas me demander les 2 en même temps. C'est-à-dire que si je dois respecter une procédure, c'est la procédure qui est garante du résultat. C'est un peu comme les conducteurs de train. Ce qu'on leur demande, c'est de respecter la réglementation ferroviaire. C'est pas que le train arrive à l'heure, quoi. On peut pas demander les 2 parce que quand c'est incompatible, il doit y avoir une priorité. Et la priorité à la SNCF, c'est à la sécurité. Et si moi, vous me dites, tu dois produire 200 000 € par an, mais tu dois passer 10% de ton temps là, 12 là, 14 ici et 22 là, c'est fondamentalement contradictoire. C'est quoi mon objectif? C'est de faire une prod et je me débrouille parce que j'ai l'expérience, la compétence et on m'a embauché pour ça. Ou je suis comme à l'école et on va répartir mes temps sur un agenda bien prédimensionné. Mais à ce moment-là, je suis plus garant du résultat que ça atteint, ce truc-là, quoi. Je ne sais pas si vos interlocuteurs et interlocutrices ont renvoyé ce genre de choses. Moi, je suis confronté tout le temps, en fait. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est revenu. Je crois que j'ai une personne que j'avais interrogée qui m'avait dit, en fait, on me demande de faire rentrer des ronds dans des carrés ou l'inverse. Mais voilà, l'idée qu'en fait, il y a beaucoup, en fait, d'injonctions, parfois en plus, qui sont implicites, de stratégie, voire en plus, comme je disais, de représentation. Et il y a énormément de choses qui rentrent en jeu avec ces feuilles. Et c'est là, en fait, où ça devient intéressant. Ça explique aussi que tout le monde ne va pas forcément expliquer qu'il faut les remplir de la même manière. Et en fait, ça révèle des choses qui
voilà, je pense sont en fait des tensions inhérentes au monde notamment de l'entreprise aujourd'hui. Et là, je pense en fait ça sur les résultats de tests que j'ai observés. Encore une fois, en fait, c'est des choses. Je me disais pas quand j'ai commencé, on va me dire ça parce qu'en fait, ça semble délirant qu'un si petit outil. Mais justement, là, on vient ensemble de déployer en fait tout ce qu'il concentrait. Ça a des effets parfois qui sont en fait assez hallucinants. Moi, je vais peut-être expliquer un peu ça, mais par exemple, déjà, moi, j'avais des gens qui me disaient, mais en fait, moi, je suis cadre. Je comprends pas pourquoi on me demande de saisir mes temps. En fait, normalement, je suis censée organiser mon temps de travail comme je veux. Bon, les gens souvent me disaient qu'en fait, il y a des gens qui me disaient, bon, au début, je pensais que peut-être parfois, je pourrais travailler jusqu'à 14h et le lendemain 22h, et en fait, je travaille tous les jours jusqu'à 20h. Bon, c'est d'autres problématiques relatives à ce statut et la promesse d'autonomie. Mais voilà, moi, des gens qui me disent, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on vient fliquer mon temps de travail alors que justement, de par mon statut, je suis censée être autonome. Donc déjà, là, il y avait des gens qui, c'est la question du statut, c'est la question de l'identité, en fait, au travail, qui se disent, mais en fait, on m'a promis ça, et là, avec ces feuilles, je l'ai pas du tout. C'est des auteurs qui avait écrit un livre, je crois, à la fin des années 2000, un peu une sorte de petit roman, enfin de petit livre, pas un essai, Ina Rezuber, je crois, qui expliquait que les feuilles de temps, c'était comme une sorte de bracelet électronique pour les salariés. Je trouve ça, je pense, cette idée de, ben moi, au départ, on m'a promis ça, et en fait, je me retrouve à être fliquée, à devoir faire ça. Déjà, ça altère un peu l'image qu'on a de soi et une certaine fierté qu'on pourrait avoir parfois par rapport à son statut, ou en tout cas, on est un peu déçu par certaines promesses. Et après, moi, ce que j'ai trouvé encore plus fascinant et qui fait un peu écho à ce que vous venez de décrire, c'est des gens qui m'ont dit, mais en fait, moi, dans mon entreprise, par exemple, avant, on faisait pas forcément trop attention aux feuilles, mais par souci d'optimisation, d'être plus rentable, etc., on commence à regarder vraiment ce qui est saisi. Et en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui m'ont expliqué que, du fait d'une pression en fait des supérieurs, notamment du coup plutôt aussi des choses à chaque fois qui découlent plutôt des directions financières, des gens qui changent leur manière de travailler pour pas qu'on les embête en fait avec leurs feuilles de temps. Sauf que en fait ces gens qui changent leur manière de travailler, les premières choses qui vont disparaître, en fait on a une sorte de standardisation du travail, de lissage aussi du coup vraiment de la manière dont on travaille, pas uniquement de la manière dont on saisit ses temps et ce qu'on en donne à voir. Les premières choses qui vont partir en fait c'est les choses qui font l'intérêt parfois d'un travail. Typiquement, j'avais quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, je le cite souvent, mais quelqu'un qui avait dit, mais en fait, moi, ce que j'aimais beaucoup faire pour trouver de l'inspiration pour des campagnes, c'était d'aller au musée. C'est compliqué de mettre dans ses feuilles de temps qu'on a passé un après-midi au musée. Mais en fait, cette personne-là, déjà, c'est peut-être ce qui fait en partie qu'elle est contente de venir travailler. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est quelqu'un dans son métier qui excelle, qui a de l'inspiration, qui a des bonnes idées, ce qui est quand même assez important, par exemple, pour une campagne publicitaire. Et si on lui retire ça, si elle peut plus le faire, parce qu'on va regarder derrière ce qu'elle raconte dans ses feuilles, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, par exemple, sur le sens au travail. Ce sont directement ces choses-là qui sont mises en jeu. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la feuille, au-delà de ses propriétés, c'est qu'elle a vraiment des effets concrets. Et vraiment, ça, quand j'ai commencé à étudier ça, je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Enfin, c'est vraiment, hallucinant que, en fait, les gens disent, moi, voilà, j'ai l'impression que mon statut par rapport à ce qu'on m'a promis, je suis assez déçue. Je change la manière dont je travaille pour qu'en fait, on ne m'embête pas. Et donc ça fait aussi écho à tous ces gens qui m'avaient dit, mais je peux même pas montrer en fait, je me fais exploiter. Je travaille 10 heures par jour et je peux même pas montrer tout ça dans ma feuille de temps. Il y a des gens qui me disaient, on me vole mon temps de travail, on l'invisibilise. J'avais l'impression d'être dans le livre 1 du Capital. J'étais, c'est super fort ce que les gens disent. Ça a des effets vraiment concrets, en fait, y compris sur le travail ou sur la manière dont les gens vivent, par exemple, leur identité professionnelle. Je vous l'avais un petit peu dit avant l'entretien, je trouve qu'on passe beaucoup de temps, on a raison de le faire parce que c'est une dimension importante, à étudier comment les gens contournent, s'approprient, jonglent avec les règles, mais on oublie parfois de rappeler qu'on est quand même aussi dans quelque chose qui relève de la société disciplinaire. Moi, je vais citer Foucault, si vous avez cité Marx, un partout balle au centre. Une société j'ai presque envie de dire de l'aliénation, en fait, ou en tout cas du rapport de domination qui se donne à voir, en fait, à travers des dispositifs gestionnaires comme celui-là. C'est tout ce qui est en jeu. Le mot bracelet électronique, je me l'approprie. Je trouve que c'est à ça que ça sert, en fait, les feuilles de temps. Oui, tout à fait. Cette idée de contrôle et également justement de capacité à se mobiliser. Après, donc là, on parle aussi de métiers où
Les gens sont pas forcément connus pour être particulièrement syndiqués, et justement ce sont plutôt des métiers où une part du salaire ça va être de l'ordre de la variable, où en fait on est sur des carrières qui sont extrêmement individualisées. Donc on est aussi sur des métiers où finalement même si on est sur des statuts qui sont plutôt valorisés socialement face à des gens qui ont fait des études dans des grandes écoles, etc. Justement, si on pense le travail comme un espace de lutte de pouvoir, de par l'individualisation, en fait, la précarité aussi des carrières, l'obligation d'avoir des résultats, de répondre à tout un tas de critères, de travailler aussi énormément pour cela, ça fait que si on pense l'espace de travail en termes de pouvoir, et ils sont plutôt du mauvais côté, tous ces gens-là. Et justement, si jamais on a un consultant qui part, ce sera facile, a priori, d'en recruter un autre, qui restera pas forcément très longtemps. Et du coup, justement, ce cadrage en termes de pouvoir, il permet aussi d'éclairer le fait que un si petit outil qui va générer autant de mécontentement, de frustration. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit en entretien, mais en fait, je rêverais demain de changer d'entreprise et qu'on me dise qu'il n'y ait plus de feuilles de temps. Mais il y avait une sorte de fatalité. Ils me disaient, mais en fait, il y aura quand même des feuilles de temps parce qu'il y en a dans tous les cabinets de conseil aujourd'hui. En fait, on est sur des rapports de pouvoir internes à l'entreprise qui sont extrêmement déséquilibrés. Après, là, sur ce que vous venez de dire, moi, je peux amener un petit témoignage. J'ai connu plusieurs cabinets en tant que salarié, et l'un de ces cabinets n'avait pas de feuille de temps. Et ça avait un double effet. Ça avait un effet libérateur. Je peux gérer mon temps, je peux organiser, je peux tout simplement construire ma journée de travail, ma contribution au système, etc. Et puis un autre effet qui justement était l'effet qui est recherché initialement par les feuilles de temps, mais qui n'apparaît que par leur absence, qui est que j'ai été jugé sur mes résultats, quoi. Peu importe le temps que je passe, à la fin, le contrat, c'est, alors, dans le respect du code du travail, etc., il faut que j'atteigne le résultat auquel je me suis engagé. Et j'ai trouvé de revenir après, parce que j'ai changé plusieurs fois, et de revenir dans des systèmes feuilles de temps, je me suis trouvé complètement infantilisé, quoi. Et quelque part, c'est facile, parce qu'il suffit de donner à voir une feuille de temps bien remplie avec les bonnes catégories, et plus personne ne peut donner prise à la critique de « t'as pas atteint tes résultats ». Bah oui, mais j'ai ma feuille de temps qui est correcte. Enfin, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là où, pour avoir vécu les deux, on voit que c'est l'absence de feuille de temps qui permet vraiment d'atteindre l'objectif officiel affiché de la feuille de temps. Je vous ai bien entendu, Marion. Donc voilà, à partir de maintenant, il faut supprimer les feuilles de temps. On est d'accord avec ça? Donc ça, c'est une question qui revient tout le temps, et c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée quand j'ai fini d'écrire ma thèse. Et la réponse que j'aurais tendance à fournir, c'est plutôt non, il faut les garder. Et là, attention après ça ce que je viens sera de coupé dire. au montage, hein. Mais plutôt l'idée qu'il faut les garder. Mais en fait, la question, c'est la question de ce qu'on donne à voir à travers la feuille de temps. Et je pense qu'il faudrait plutôt les révolutionner que les supprimer. Parce que, en fait, la feuille de temps, ça peut aussi être quelque chose dans lequel, justement, notamment... mais en refaçonnant totalement en fait le sens qu'on donne à cette métrique. Par exemple, si on travaille peut-être 60 heures par semaine sur un moment de rush, et peut-être que c'est bien de pouvoir l'indiquer quelque part, que derrière peut-être ça alerte les gens côté RH. Peut-être aussi que par exemple, si on peut saisir l'intégralité de ces temps, si demain on a un salarié qu'on a besoin d'aller au prud'homme pour tout un tas de raisons, et ça peut être une preuve en fait qui est apportée. Ça peut aussi permettre peut-être de discuter, de comparer avec ses collègues, de comprendre un peu. Ça peut permettre aussi par ailleurs, en fait, c'est aussi, vous parliez tout à l'heure de côté un peu plus de suivi comptable. Ça reste un outil de pilotage organisationnel. Pour faire du pilotage organisationnel, on a besoin d'une donnée de bonne qualité, pas quelque chose qui montre une représentation totalement falsifiée. Donc en fait, je pense qu'on pourrait arriver à une forme de feuille de temps qui montre beaucoup plus la morphologie d'une journée, typiquement en intégrant aussi ces moments du travail dédiés à la formation, à l'accompagnement d'autres collègues, donc qui montrent aussi, si on le souhaite, plus les pauses, mais en tout cas qui montrent la surcharge actuelle et le taux d'exploitation en fait des salariés dans ces métiers-là.
Je pense que ce serait quelque chose d'absolument essentiel. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que les feuilles qui permettent pas de saisir toutes les heures travaillées, elles disparaissent parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Elles produisent une information qui est imparfaite, qui est pas fiable. Ce qui, même d'un point de vue pilotage de l'organisation, côté comptable, ça n'a pas grand intérêt quand on y réfléchit bien, au profit d'un système qui montre vraiment le temps que passent les gens au travail pour derrière mettre en place des mesures, faire de la prévention, réfléchir aussi si on a que des équipes qui travaillent trop, peut-être qu'il faut embaucher quelqu'un en plus, peut-être qu'il faut faire appel à des freelances, etc. Donc je pense que tout le monde y gagnerait en fait à avoir une feuille beaucoup plus qualitative. Finalement, on va y garder au montage parce que on est assez d'accord là-dessus. Moi, j'ai une autre vision encore. Moi, je rêve d'une feuille de perte de temps. J'aimerais bien qu'on puisse noter au jour le jour, au quotidien, sur quoi on a perdu du temps, sur quoi on a à choper, parce que le logiciel il marche pas, parce que le train était en retard, parce que c'était trop compliqué, parce qu'on savait pas faire, parce qu'on n'avait pas l'information, et de se dire s'il y a des choses à gagner, c'est peut-être aussi arrêter de perdre son temps dans les méandres de toute une organisation qui dysfonctionne et peut-être de travailler ces sujets-là plutôt que de travailler à la conformité de ce qu'on donne à voir de son travail ou de ce qu'on donne pas à voir de son travail. Donc on gardera ça au montage parce que je suis d'accord avec vous et que c'est moi qui décide ce qu'on garde ou pas. Merci infiniment Marion pour tout ça. Vous n'allez pas échapper, alors je ne sais pas comment vous allez mettre ça dans votre feuille de temps, à la question rituelle de fin de podcast. Si vous aviez une idée saugrenue à nous proposer pour qu'on puisse la ruminer dans les jours qui viennent. Une idée saugrenue qui ne l'est pas du tout à mon sens, ce serait de tenter la semaine de 4 jours dans toutes les entreprises, y compris les cabinets de conseil qui, à ce stade, préfèrent faire travailler des jeunes consultants plus de 40 heures par semaine, de mettre tout le monde à la semaine de 4 jours. Et avec tous les temps qu'on aura gagné à supprimer les pertes de temps grâce aux feuilles de perte de temps, ces 4 jours, ils sont largement acquis, je pense. Je suis sûre que ça peut se faire. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner à votre conférence. On croise les doigts. Je ne sais pas si on dit quelque chose de précis avant une conférence. Alors moi, j'ai déjà présenté ce matin, donc là, j'ai juste le plaisir d'aller écouter des collègues présenter leurs recherches, donc j'avoue que c'est assez agréable. Allez bien prendre du plaisir. Merci encore, Marion. Merci beaucoup.